Alors mes liens avec le canal de Suez, c'est mon père, puisque mon père était médecin, radiologue à l'hôpital du canal numéro 6, comme on dit. Et donc on est arrivé ici en 40, je crois qu'on est arrivé à Ismaïlia même en 46. Donc on s'est installé là, dans une villa fournie par la compagnie. Et mon père donc a pris la suite d'un médecin radiologue français, le docteur Féniou, avec qui il avait gardé de bonnes relations d'ailleurs. Et ça a duré jusqu'à comment dirais-je, on dit l'émigration, mais c'est-à-dire le moment où on a vidé la ville d'Ismaïlia, qui était sous les feux de l'armée israélienne en 67. Et donc à ce moment-là, tout le monde s'est un peu éparpillé dans le monde, qui au Canada, qui en Amérique, qui en Argentine, qui en Australie. Moi j'étais déjà parti en France, parce que je suis parti en France dans les années 60, puisque j'étais parti faire mes études là-bas. Donc, et puis après je suis pas revenu, parce que j'étais fâché avec le système ici, disons. À 146, j'étais là. Alors, il y a plusieurs périodes. Il y a la période, disons, qu'on va appeler la période des Français. C'est-à-dire, pour nous, pour moi, disons de 44 à 60. 56 étant le moment où il y a eu l'expulsion de tous les Français, suite à la Révolution. Par contre, était resté un certain nombre d'Européens qui sont encore restés quelque temps, mais en disparaissant au fur et à mesure. Et donc, quasiment dans les années 60, il y avait plus grand monde, sauf des pilotes qui étaient des pilotes étrangers, qui étaient venus pour remplacer les pilotes français et anglais qui étaient partis. D'ailleurs, une petite anecdote, en 56, quand la compagnie a été nationalisée, la compagnie du canal de Suez a offert à tout le monde, mais en particulier aux Égyptiens, quasiment un pont d'or pour partir en Égypte, pour partir en France. Et dans notre cas, nous, mon père, on lui avait proposé donc le voyage, un emploi dans un hôpital à Paris, un appartement, enfin c'était vraiment quasiment un pont d'or. Et mon père a donc refusé et est resté ici, même s'il y a eu certaines brimades, parce que c'était un Égyptien qui avait travaillé pour les Français. Alors c'est vrai que la plupart des copains, c'était des Maltais, c'était des Grecs, c'était des... après le départ des Français, c'était des Italiens, des Allemands, pas mal d'Allemands d'ailleurs. Et avant, avec les Français, on avait vraiment... On ne pensait pas en termes ni de religion, ni de nationalité. On faisait les 400 coups ensemble. Devant ma villa, nous on habitait 2 rues du musée. À Ismaïlia, il y a un joli petit musée, et on habitait juste pas très loin. Et juste devant notre maison, on avait une grande forêt de filao. Et dans cette forêt de filao, c'était vraiment pour nous quelque chose d'extraordinaire, une forêt, quoi. Et donc on faisait des bagarres entre Français. Alors là, il y avait quand même des Français. Alors on avait des Français en face de nous, on avait les Égyptiens, on avait les Maltais, et on se bagarrait là-dedans à faire des cabanes, enfin comme des gamins, quoi. On faisait l'équivalent de la guerre des boutons dans les filaos.
J'avais une voisine qui était une Française, de mon âge, enfin un peu plus jeune que moi, et sa villa, la villa de ses parents plus exactement, était mitoyenne à la nôtre. Et donc nos garages étaient l'un à côté de l'autre. Et donc le soir, on allait se retrouver sur le toit de nos garages pour se faire la cour, mais une cour de l'époque. C'est-à-dire où il suffisait juste, voilà, d'être l'un à côté de l'autre, c'était le paradis. Et puis, de ma fenêtre de chambre, j'avais une vue sur sa fenêtre à elle. Et donc, je lui tirais des balles des plombs de carabine pour l'embêter avec une lance-pierre. Et donc, enfin bon, c'était des bêtises. Et puis, on allait à l'école. Et on allait à l'école, donc nous, on allait à l'école des frères de Plohermel, qui était pas très loin de la maison, justement, dans le quartier des villas à Ismailia, de la compagnie. Et elle allait chez les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, plus en ville. Donc là, c'était plus compliqué pour se voir. Mais donc le seul moment, c'était quand on était ensemble, alors soit à la plage d'enfants, ou qui était le lieu de rencontre de toute notre jeunesse, et où on passait un temps fou à la plage d'enfants, qui s'appelle encore en 2017 la plage d'enfants, qui n'a plus rien à voir malheureusement avec ce que c'était. Et puis on avait aussi le tennis, on avait le cercle de la voile, on avait le cercle de l'aviron, et donc c'était notre vie, ça. Monsieur Michel, c'était une personnalité qui était le gardien de la plage d'enfants, qui nous surveillait comme le lait sur le feu. Mais ça ne nous empêchait pas de faire des bêtises quand même. Et il y avait aussi un bar qui vendait des eaux gazeuses et des biscuits au chocolat. Et donc c'était le grand plaisir d'aller manger après un bain ces biscuits en buvant c'était des Fanta, encore la marque, et donc on y passait un temps fou. Dès qu'on avait un moment de libre, on prenait nos bicyclettes, et il y avait un chemin qui venait du quartier des villas, on va l'appeler comme ça, sur la plage d'enfants, et avec un chemin sécurisé qui était vraiment un petit chemin asphalté, pas très large, deux bicyclettes l'une à côté de l'autre, qui nous amenait à la plage d'enfants de manière très, très sécurisée. Et de l'autre, avec la rue, une grande rue qui montait vers l'hôpital numéro 6, puisque l'hôpital numéro 6 est juste derrière la plage d'enfants. Et à gauche, en allant vers l'hôpital, à gauche, il y avait une allée cavalière, et où de temps en temps on prenait des chevaux parce qu'il y avait un cercle hippique aussi, et où on pouvait faire du cheval sur cette allée cavalière enveloppée dans des eucalyptus, enfin donc bordée d'eucalyptus, et quand on avait fini ça, on pouvait aller dans le désert, s'amuser, faire des fous dans le désert, faire notre Laurence d'Arabie qu'on ne connaissait pas encore à l'époque. La plage d'enfants était réservée aux enfants à mon avis, des cadres de la compagnie. Les non-cadres, disons les ouvriers et techniciens, avaient une autre plage en face, mais de l'autre côté du lac, sur le chemin des plages que vous avez pris, qui était la plage des techniciens ouvriers. Et puis à côté de la plage d'enfants, par contre, il y avait la plage que peu de gens ont connue, qui était la plage de l'armée anglaise, qui jouxtait la plage d'enfants, mais jouxtait, et où on rigolait parce que les Anglais, ils attrapaient des coups de soleil à être des écrevisses, et ils pouvaient pas s'empêcher d'être au soleil et de devenir rouges mais vraiment des écrevisses. Mais c'était leur plaisir. Donc, mais on les voyait, mais c'était bien séparé. On se fréquentait pas. Une journée classique, on va prendre une journée classique, c'était, on partait le matin à l'école. Alors, si on s'était réveillé de bonne heure, on pouvait aller faire un tennis
avant l'école. Ça, c'était assez régulier. Ensuite, on prenait nos bicyclettes et on descendait vers... alors, soit on allait à l'école directement, soit on allait faire un tour du côté du cercle hippique pour voir un peu si on pouvait pas faire 1 heure de cheval. Et puis après, on revenait à l'école où on était donc éduqués, enseignés. Et puis vers 3 heures, donc on finissait. Et là, donc, on avait encore notre après-midi. Donc, soit on allait faire du rowing, enfin de l'aviron, soit de la voile, beaucoup de voile on faisait, ou de la natation, ou on allait à la plage, bien entendu. Si on avait des copines qu'on savait qu'elles allaient à la plage elles aussi, du coup, on allait à la plage. Alors, c'était un enseignement en français. Que en français, on avait un cours d'arabe sur lequel on peinait tous, parce que c'était un truc qu'on parlait pas vraiment. On parlait, mais c'était plutôt avec les domestiques. Donc on parlait pas vraiment. Mais on parlait italien, grec, beaucoup italien et grec. Ça, c'était les 2 langues, plus le français, bien entendu. L'anglais, pas trop. Même si on parlait vraiment l'anglais, c'est-à-dire c'était une 2e langue naturelle. Mais j'ai pas de souvenir de l'avoir, on devait l'apprendre, mais j'ai pas de souvenir de l'avoir appris. Par contre, l'italien et le grec, comme tous les copains étaient d'origine, pas tous, un bon nombre étaient grecs ou italiens, et même les Maltais parlaient italien, quoi. Donc, parce que si on trouvait pas un mot dans une langue, on trouvait dans l'autre. Et donc, on n'avait aucun problème, sauf que personne comprenait très bien, et on se faisait attraper par nos parents, parce qu'on parlait mal. Mais bon, ça... Alors, Claude François, j'ai un très très mauvais souvenir de lui. Un très mauvais souvenir de lui. Parce que Claude François était à l'école avec moi. Et on avait un préau où on jouait à ballon prisonnier. Et dans ce préau, qui était un espace rectangulaire sous les classes, au bout de ce préau, il y avait... une petite boutique qui vendait des sandwichs, qui vendait des biscuits, qui vendait des boissons, qui vendait un peu de tout. Et donc, on allait à cette boutique pour acheter quoi que ce soit. Et sur cette boutique, il y avait un rebord qui dépassait un tout petit peu, qui était une sorte de rebord où le frère posait les marchandises et nous, on payait. Et un jour, j'étais sur cette boutique, appuyé comme ça, en train de commander, je ne me rappelle plus du tout. Et Claude François est venu, il jouait. Et il m'a tapé dedans et il m'a vraiment coupé le sifflet, comme on dit. Mais j'en étais raide. Et jusqu'à maintenant, je suis sensible du plexus. Je suis sensible du plexus, donc je ne peux pas l'oublier. Je lui en ai voulu à mort et je lui en veux à mort encore. Mais sinon, il était dans une classe au-dessus de nous. Et donc, on n'avait pas vraiment de relation. On se connaissait parce que tout le monde était tout le monde. Mais on n'avait pas de relation avec lui. Je n'avais pas de relation avec lui. J'ai gardé des liens avec une famille qui s'appelait Nicolas, une autre qui s'appelait Chartret. Alors Chartret, c'était Chartret de Ménétreux de je sais plus quoi. C'était vraiment bien. Qui avait une sœur adorable. Oui. Et avec elle, je suis encore en contact d'ailleurs. Mais qui était plus grande que nous. Que moi, en tout cas. Mais qui était adorable, ça qui n'empêchait pas. Et qui habite en Bretagne. Et puis, qui est-ce qu'il y avait encore mais c'est surtout les deux que j'ai gardés en contact. Sinon, il y avait les Toulanes, mais qui étaient déjà des franco-égyptiens aussi. J'ai pas de page Facebook pour une raison bien simple, c'est que je trouve que Facebook
ça apparaît et ça meurt. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire. Alors que sur le site, il peut y avoir ça reste et on peut faire un suivi. Le site est venu d'une rencontre qui a eu lieu ici à Ismailia, qu'on a appelé le Dream Trip, qui a été une réunion des anciens d'Ismailia, organisée par un collègue, pas un collègue, mais un ancien, qui s'appelle Wagdi Habashi, et dont j'étais, moi, très copain avec son frère aîné, qui était Nagui Habashi. Et donc Wagdi Habashi a décidé un jour d'essayer d'organiser une grande réunion de tous les Égyptiens, de tous les anciens du canal qui avaient vécu dans le canal. Allemands, Français, Italiens, tout le monde. Et donc il a fait cette réunion. Et cette réunion a été a été un déclencheur où on s'est dit il faut quand même qu'on garde un souvenir du passé. Surtout avant 67. Donc en fait avant 67 il y a eu deux périodes. Donc la période jusqu'en 56 qui est un peu plus mise en exergue avec un site internet qui s'appelle Timsah, qui est fait par des anciens aussi, mais des Français, qui sont partis en 56. Et donc nous, en gros, on fait la même chose, plus jusqu'en 67, puisqu'un bon nombre d'entre nous sont allés à Ismailia, ont vécu à Ismailia jusqu'en 67, avant la fameuse émigration. Et donc ce site, son objectif, c'est vraiment la maintenance, la mémoire des anciens. Donc dessus, tout ce qu'on peut recueillir ou tout ce qu'on peut m'envoyer, puisque c'est moi qui gère un peu ce site. Ce qui me pose un problème, c'est qu'un jour ou l'autre, je vais disparaître. Et donc, le site va disparaître avec moi, puisque c'est un site privé, quasiment. Et donc, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi, à ce que l'on trouve un système pour le pérenniser, qui soit un peu extérieur à moi, qui soit totalement extérieur à moi, même. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Et donc sur ce site, un objectif, c'est de garder la mémoire, comme je disais. Donc toutes les photos, toutes les images, tout ce qui peut être intéressant, photos de classe en particulier, histoire, on essaye de mettre en place. Je m'en souviens que, pas du discours, parce que je ne l'ai pas entendu, mais de son effet, qui a été un effet, je dirais, foudroyant. Parce que les gens se sont rendus compte que c'était fini une époque. Et qu'il n'y avait plus rien, que c'était vraiment la fin d'une époque. Donc je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'est la fin d'une époque, sauf ceux qui savent lire la fin de l'Empire romain, c'est un peu le même genre. Et donc après la nationalisation, il y a eu une période de transition de quelques mois où les Français ont été expulsés de manière assez brutale, y compris les frères de Ploërmel, qui quasiment du jour au lendemain ont été obligés de quitter l'Égypte. Et donc, on s'est retrouvés, nous, sans prof, l'école quasiment fermée, et heureusement que les sœurs de Saint-Vincent de Paul n'ont pas été expulsées. Et donc, les sœurs de Saint-Vincent de Paul ont eu la grande amabilité, la grande gentillesse de dire, bon, vos pauvres petits malheureux français, étrangers, mais tout ce que vous voulez,
mais anciens de l'école Saint-Vincent, de l'école de Plohermel, venez, on va vous accueillir. Ce que nous avons... Alors on est venu, on était une petite dizaine, tout le reste était parti en France, enfin, avait été expulsé. Et donc cette petite dizaine, une petite quinzaine. Donc pour les sœurs, en même temps, on était le diable. Donc le diable dans une basse-cour, ça ne pouvait pas faire l'affaire. Mais se rendait bien compte qu'on avait besoin, parce que nos cours étaient en français. Passer à Hamoun, qui est devenu, l'école était devenue Hamoun, donc complètement arabisée, ou alors on planait complètement. Donc, enfin on planait complètement, faut pas exagérer, mais on n'avait pas le même degré de connaissance. Et alors elles ont loué, alors je sais pas si elles ont loué ou si la compagnie leur a donné, leur a laissé un immeuble qui jouxtait l'école Saint-Vincent, et dans lequel il y avait des salles, des pièces, et donc on a eu nos salles de cours dans ça. Sauf qu'on ne pouvait pas avoir tous nos cours dans ça. Il fallait bien qu'il y ait des cours mixtes, ce qui était parfait pour nous. Et donc on a eu des cours mixtes pendant pas mal de temps. Et puis à l'époque, en plus, on avait eu l'avantage, enfin pour nous jeunes, que les pilotes français et anglais avaient été remplacés par des pilotes allemands, qui étaient arrivés avec leurs enfants, qui étaient des belles blondes que nous on ne connaissait pas. Pour nous, les blondes, c'était ou des Françaises, et encore elles étaient à moitié blondes, ou alors ces filles-là. Et on était quasiment hallucinés devant elles. Et je me rappelle, quand elles sont arrivées, on allait bien entendu toujours à la plage d'enfants. Et à la plage d'enfants, elles sont venues comme tous les jeunes. Et puis, nous, c'était au mois de novembre, c'était en hiver en tout cas. Et nous, on était emmitouflés dans nos paletots, dans nos pulls verts, etc. Et puis, on les a vus arriver, parce qu'on s'était plus ou moins donné rendez-vous comme on pouvait, parce qu'elles parlaient l'anglais, nous aussi. Et on les a vus arriver, et on les a vus se mettre en maillot. En maillot, en plein de mois de février. Enfin, c'était vraiment l'hiver. Un truc, on ne comprenait rien du tout. Et puis, elles sont allées se baigner. Alors que nous, on les regardait gelés comme c'était pas possible. Et elles se baignaient, elles sont restées 5-10 minutes dans l'eau et elles sont ressorties. Et en sortant, on avait remarqué qu'elles portaient des maillots une pièce, et elles avaient des sortes de badges sur leur maillot. Esprit curieux, on leur a demandé, mais c'est quoi ces badges-là? Alors, elles ont dit, mais ce badge-là, c'est parce que je suis resté 5 minutes dans l'eau. Ce badge-là, c'est parce que j'ai fait un peu de crawl pendant 100 mètres. Les gens complètement dingues. Nous, quand on va dans l'eau, c'est 3 heures. Si on fait un crawl, c'est 3 kilomètres. Qu'est-ce que donc c'est? On n'arrivait pas à comprendre. Et puis après, on nous a expliqué que là-bas, il faisait froid. Et que 5 minutes dans l'eau froide, c'était pas l'eau du canal. Donc voilà. Et donc ça, c'est des souvenirs que... Et puis donc, on est devenus très amis les uns avec les autres. Et tellement amis que moi, j'étais amoureux d'une de ces Allemandes, qui s'appelait Ingrid, qui s'appelle toujours d'ailleurs Ingrid, et tellement amoureux que ma fille, à moi, s'appelle toujours Ingrid. Les fêtes religieuses, il n'y avait pas de ségrégation. Moi, je suis musulman. Je suis allé à des fêtes à Noël. Je suis même allé à la messe avec les copains. Il n'y avait pas de raison que j'y aille pas. À la fin, je connaissais même les mots en latin pour dire la messe. Ça venait pas à l'esprit que ça pose un problème. Et les fêtes musulmanes, les fêtes musulmanes, ça se passe pas dans les mêmes conditions. Mais les fêtes musulmanes, on n'avait pas de...
c'était pas dans nos pensées. Et moi, je me rappelle ici, justement, à Toussoun, il y avait un mastaba, ça veut dire un mausolée, qui était le mausolée d'un saint musulman, mais d'origine bretonne, qui s'appelait Kenedek. Et c'est pour ça que la ferme ici s'appelle Henede, à l'égyptienne bien entendu. Et donc ce mausolée qui était juste là, entre nous et le canal si vous voulez, il y avait tous les ans un Mausem, c'est-à-dire la fête, et mais vraiment la fête, c'était même très olé olé. Et pour une raison lambda, je ne sais pas pourquoi, nous on était des scouts. Enfin moi je faisais partie d'une troupe de scouts, et pour une raison lambda, on avait demandé aux scouts de faire la police dans le mausolée, en compagnie de gens qu'on appelait des Haggan. Les Haggan, c'était des sortes de policiers, mais d'origine d'origine nubienne, même soudanaise, donc qui ne fréquentaient pas les Égyptiens. Et donc qui n'hésitaient pas à taper sur les Égyptiens s'il fallait rectifier les choses. Donc ils avaient des grands fouets, c'est pas des fouets, mais des grands bâtons en roseau, en bambou, c'était plutôt en bambou. Et ils n'hésitaient pas à taper s'il y avait une bagarre, et il y avait des bagarres. Mais c'était vraiment à la bonne franquette. Et dans les scouts Wadi el-Nil comme on était, il y avait aussi bien des chrétiens que des musulmans, que des juifs. Je me rappelle, moi, mes parents, au 14 juillet, et ils fêtaient le 14 juillet au cercle français, qu'on appelle le cercle français, qui est à Ismailia, qui était le cercle, une sorte de club à l'anglaise, où il y avait bal, et où ces gens-là, ces cadres, c'était surtout réservé aux cadres, se réunissaient, jouaient au bridge, admirer la dernière voiture sortie. Mon père a acheté une voiture qui avait été présentée au cercle d'ailleurs, et il se l'est fait livrer en France, parce qu'on partait en France, donc il s'est dit je vais me la faire livrer en France, ça nous fera faire un tour de France gratos. Lorsque on allait, on descendait donc du quartier des villas vers le collège Saint-Vincent. Donc il y a une grande avenue qui longe un canal d'eau douce. Et au milieu de cette avenue, il y a ce qu'on appelait la coopérative. Et à côté de la coopérative, il y avait une pâtisserie qui dépendait de la coopérative. Et je me rappelle en prenant ma bicyclette et en allant à l'école, je m'arrêtais une minute ou deux à la pâtisserie, acheter un millefeuille, que je mangeais ensuite en ne tenant pas mon guidon et en pédalant pour aller à l'école. Et l'intérêt de cette pâtisserie, c'était qu'on ne payait pas. On disait, vous le mettez sur le compte des parents. Et donc, chaque famille avait son carnet, et donc le pâtissier mettait une pâtisserie, puis c'était comptabilisé et payé à la fin. Sauf que, à la fin, un jour, mon père a trouvé, avant c'était ma mère, mais un jour mon père est tombé dessus, a trouvé que c'était un peu beaucoup. Et donc, il m'a appris à vivre. Alors, on mangeait quasiment comme en France. On mangeait comme en France. D'autant plus que ma mère tenait à ce qu'on mangeait comme en France. Non, on mangeait un mélange. Non. On mangeait un mélange. On avait un cuisinier. Saïdien, du Saïd. Un très bon cuisinier, qui se bagarrait avec ma mère parce que chacun voulait avoir le dernier mot en cuisine. Mais qui nous faisait de tout. Mais vraiment de tout. Aussi bien de la nourriture égyptienne que de la nourriture française. Sauf que, au niveau de la nourriture française, ma mère
s'était bagarrée avec le boucher parce que quand elle était arrivée, elle trouvait que le boucher ne coupait pas la viande correctement. Et donc lui avait fait faire un stage. Elle était allée lui montrer comment on fait une découpe pour avoir de la viande taillée dans le bon sens et pas dans le sens n'importe quoi. Et donc on avait des beefsteaks qui s'appelaient des beefsteaks, des rôtis qui s'appelaient des rôtis, et des frites qui s'appelaient des frites. Le canal n'était pas aussi large que maintenant. Donc on avait une mauvaise habitude, une bonne habitude, comme on veut, de traverser le canal pour aller de l'autre côté sur la rive Asie. Sauf que c'était interdit, parce que tout le Sinaï était interdit et qu'il y avait les fameux Hagan qui faisaient le contrôle. Et donc, qui couraient derrière nous pour nous attraper si on traînait un peu trop sur l'autre berge. Ça, c'était une des premières bêtises qu'on faisait. La deuxième bêtise, qui était complètement folle, c'était les bateaux, quand ils traversent le canal, ils sont au milieu du canal. Et notre plaisir, c'était d'aller toucher la proue du bateau. Donc, il y a une sorte de vague qui est au-devant du bateau. Donc, l'idée, c'était de monter sur la vague qui nous emmenait, d'ailleurs, et toucher la proue, et puis après se tirer, parce que il fallait faire attention aux hélices par derrière. Donc, il fallait se tirer en vitesse. Mais ça, c'était... Alors, on se faisait engueuler, bien entendu. Et puis, il y avait... Ça, c'était la deuxième bêtise qu'on faisait. Et troisième bêtise, juste devant la plage d'enfants, il y avait ce qu'on appelait la vache. Alors, la vache, c'était un signal lumineux avec un réservoir donc qui clignotait, mais le réservoir, c'est ça qui faisait que ça avait le tronc d'une vache. Donc, on pouvait monter sur les pieds de la vache et on faisait des idiots à plonger, etc., etc. Ça, c'était la troisième bêtise. La quatrième bêtise, qui n'en était pas vraiment une, c'était qu'il y avait un énorme plongeoir, très haut, à la plage d'enfants. Et donc, c'était à qui allait se jeter du plus haut, puis on y allait, quoi. On était complètement dingue. Alors, les balades le long du canal, on en faisait, mais c'était pas des balades parce que il y avait une route qui longeait le canal de Port Saïd à Suez, mais qui longeait. Et donc, dès que les parents voulaient aller à Port Saïd, chez Gianol, là, pour acheter quelque chose, donc on prenait la voiture, 80 km sur cette route-là, on le faisait en 1h30 et on achetait nos bêtises et on revenait. De la même manière qu'on faisait la même chose pour aller chez Groppi, au Caire, en passant par la route, parce que la route du désert n'existait pas, en passant par la route agricole, qui était un peu plus longue, mais ça posait pas vraiment de problème d'aller chercher son croissant le matin ou d'aller prendre le petit déjeuner chez Groppi. Et c'était des produits top de top. Donc ça, c'était le chemin normal. Sinon, pour aller en promenade, ce qu'on faisait, c'était des camps scouts dans ce qu'on appelait les stations. Tout le long du canal, il y avait des stations de régulation des navires pour qu'ils ne se rapprochent pas de trop, etc., etc. La plupart étaient tenus par beaucoup de Grecs. Et derrière ces stations, il y avait toujours une petite forêt de fil à eau, il y avait de l'eau, c'était propre, c'était nickel, c'était vraiment très agréable. Et donc on plantait nos tentes là et on faisait un camp scout. Donc on était sous surveillance pas loin et en même temps on était totalement autonome. On était impeccable. Oui, le cinéma, c'était nos soirées, ça. Non, nos soirées se répartissaient entre le cinéma, les devoirs d'école et les surprises parties. Ce qu'on appelait les surprises parties. Alors là, ça, il y en avait une très souvent, chez les uns, chez les autres. Oui, ça, c'était vraiment quelque chose. Et le cinéma, je crois qu'il n'y avait pas une semaine où on n'allait pas une fois ou deux au cinéma. Cinéma plein air ou cinéma fermé. Et puis on mangeait des libs. Les libs, c'est des petits pépins
Et le plaisir, c'était, surtout quand c'était un cinéma fermé, de monter au premier étage et puis de cracher les pépins sur les voisins d'en bas. Ça, c'était bien. Donc, ils montaient, donc on avait des discussions. Et on voyait les derniers films de demain. C'était vraiment ce qu'il faut bien se rendre compte dans mon souvenir, alors là, du début de ma vie, c'est que l'Égypte était beaucoup plus en avance que la France. Mais quand je dis beaucoup plus en avance, c'est vraiment beaucoup plus en avance. Les derniers films, les dernières voitures, la dernière mode, enfin, on était en avance, on était quasiment calé sur les États-Unis. Après la Révolution, ça a été une dégringolade, et après avec le temps, on est revenu en arrière. Moi, je vois quelque chose qui m'a frappé, c'est que je connaissais la Turquie dans les années 50, 55. La Turquie est un pays arriéré de chez arriéré. J'y suis retourné il y a une quinzaine d'années. Je veux dire, ils ont dépassé l'Égypte de je sais pas quoi. Ça rend fou. Enfin, ça m'énerve, ça. Et c'est la même chose dans d'autres pays. Alors pourquoi? Enfin, j'ai bien mon opinion, mais je me la garde. Je me rappelle qu'il y avait un cinéma sur lequel moi j'allais, où il n'y avait pas trop de copains qui y allaient, qui étaient les copains, qui étaient un cinéma égyptien, arabe, qui faisait que des films arabes. Dans le quartier arabe, parce qu'il faut bien voir qu'Ismaïlia était divisé en... Il y avait le quartier Afran, il y avait etc. Et donc dans le quartier arabe, il y avait un cinéma où j'allais, accompagné d'un domestique, pas question d'y aller tout seul. Et là, on voyait des films avec Faten Hamama, avec Choukoukou, enfin des gens enfin des acteurs de là-bas, et en arabe. Il n'y avait pas de traduction, rien. Alors que de l'autre côté, tout était en anglais, avec éventuellement des sous-titres égyptiens et français, ou français et anglais, ça dépendait. Et ce cinéma-là existe encore d'ailleurs. Le cosmopolitisme, alors d'abord, on ne le voyait pas comme ça. Le cosmopolitisme, c'est déjà un regard extérieur. Pour nous, on était tous, même si on savait qu'on était d'origine égyptienne, d'origine albanaise, maltaise, ça on savait. Mais ça ne posait pas de problème. Et le cosmopolitisme, c'était vraiment la vie et en même temps l'organisation. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous disais que Ismaïlia était divisé en quartiers, presque. Et donc, il y avait le quartier des villas, dont j'ai parlé. Il y avait un quartier des techniciens, on va dire ça comme ça, qui étaient beaucoup grecs, maltais. C'était surtout ces deux-là, des gens un peu de Yougoslavie, un peu de Monténégro, enfin de ce coin-là. Ben, il n'y avait pas beaucoup, mais il y en avait. Il y avait quelques Turcs, il y avait des Juifs. Alors les Juifs étaient un peu plus répartis entre le quartier des techniciens et le quartier des ouvriers. Mais pour savoir qu'ils étaient juifs, il fallait se lever de bonne heure. Parce que c'était pas... ça se voyait pas. Et puis après, il y avait une grande avenue qu'on appelait Talatini et qui donnait le quartier arabe. Et donc il y avait vraiment... avec des grandes avenues à chaque fois. Il y avait une grande avenue qui s'appelait Sultan Hassan, une grande avenue qui s'appelait Orabi, la fameuse Talatini,
Et puis après, il n'y avait plus rien. Alors de l'autre côté du chemin de fer, il y avait un chemin de fer. De l'autre côté, il y avait un quartier qu'on appelait Aracheya, où il y avait 2 cinémas. Mais c'était déjà une extension d'Ismaïlia. Ça faisait... On voyait bien que c'était pas l'Ismaïliette de Lesseps. Alors que l'autre partie, de côté entre le canal de Suez et la ligne de chemin de fer, c'était vraiment le Ismaïlia d'origine. On était vraiment au top du top, enfin, au niveau du modernisme, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Mais les mini-jupes, le hula-hoop, tous ces trucs-là, je veux dire, étaient chez nous. Les jeans, on trafiquait avec les bateaux pour avoir des jeans Lee ou des jeans Lewis, et pas le jean du coin. Parce que le jean du coin, même si nos tailleurs savaient faire, c'était pas ça. Donc on avait nos petits blousons Lee, qu'on trafiquait avec les bateaux. Et les gens des bateaux, les marins des bateaux savaient très bien. Donc il y avait... Alors c'était surtout sur Port Saïd que ça se faisait. Ce qu'on appelait des bamboutis. Oui. Donc les bamboutis, eux, c'était eux qui faisaient vraiment le trafic. C'est-à-dire, ils fournissaient aux marins ce qu'ils voulaient. Et les marins, en contrepartie, leur balançaient par-dessus bord ce que les bamboutis voulaient. Donc les jeans venaient comme ça, les cigares, enfin tout. On avait des films de rock'n'roll. Il y avait Rock Around the Clock, il y avait Jungle Book, il y avait Beyond Mombasa, il y avait toute une série de films comme ça. Et surtout, mais je me rappelle, moi, le film de Black Boat Jungle. Black Boat Jungle, c'est le premier film rock'n'roll qui est sorti aux États-Unis et en Égypte, quasiment au même moment. Et donc on a vu comment on dansait le rock'n'roll. Et donc avant on dansait la valse, on dansait le tango, là on était très bon. Cha-cha-cha, le paso doble, ça on savait. Mais le rock'n'roll on n'avait jamais vu, on ne savait pas trop. Puis quand on a vu ça, on s'y est mis aussi. Et on faisait des parties jusqu'à plus soif. Non, je pense que vraiment la journée, une journée typique, c'est la tournée des clubs et l'école. C'était vraiment ça. Et on était tous en bicyclette. Donc on avait des moyens de locomotion super géniaux. Et donc, et puis quand on n'avait pas de bicyclette, la compagnie fournissait des voitures. Donc on pouvait aller à droite, à gauche, si on avait vraiment besoin d'une voiture. Il y avait des grosses Ford, je me rappelle encore, des grosses Ford bleues de la compagnie, avec chauffeur, qui nous amenait à droite, à gauche. Sans compter les bus de l'école, etc., etc. Mais on n'aimait pas trop les bus de l'école, parce qu'on était coincés. Alors qu'avec les bicyclettes, on pouvait aller à droite, à gauche. De temps en temps, on pouvait aller, mais ça c'était mes parents, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de gens, on allait camper dans le désert, le long de la mer Rouge. Et on avait un coin favori qui était Ain Sorna. Et Ain Sorna, à l'époque, il n'y avait rien. Rien de rien. Il n'y avait que 2 palmiers. Alors des palmiers un peu originaux qui sont des palmiers doubles ou triples. Mais qu'ils démolissent, enfin qu'ils gardent pas. Qui sont des palmiers, à mon avis, extraordinaires. Et on en avait 2 près du cimetière ici. Ici, je veux dire Ismaïlia. Ils ont mis une route à la place. Et c'est des palmiers qui se divisent à branches. Mais avec un palmier. C'est très original. Et là aussi, il y avait un petit coin. Et on plantait une tente. Et j'ai plus la tente, mais j'ai encore la table de camping avec les chaises pliantes qui se mettent dans la table de camping. Et donc on allait passer 2, 3, 4 jours là. Une autre expérience aussi dans ce même genre-là. Un jour, mes parents, avec d'autres collègues médecins,
parce que du coup, on avait toute une série de médecins égyptiens qui avaient remplacé les Français. La plupart étaient mariés avec des Européennes. Et un jour, ils ont décidé d'aller découvrir Tanis. Tanis, qui est une ville pas très loin d'ici, mais qui est dans le désert. Enfin, qui était... Maintenant, je ne sais pas. Et donc, ils sont organisés à 3-4 voitures pour aller à Tanis. Et on a passé une journée complète à tourner en rond. On n'a jamais trouvé Tanis. Jamais. Ce qui nous intéressait, c'était le petit musée égyptien, qui est très bien, à côté de la maison. Donc ça, on le visitait assez régulièrement, surtout qu'il était quasiment gratuit. Et puis, la deuxième chose importante, c'était le monument aux morts. Ces deux grandes colonnes-là, c'est le monument aux morts de la guerre de 14-18 des armées européennes, enfin anglaises et très très beaux monuments. Et ce qu'on trouvait extraordinaire, donc on montait vers ce monument qui était ouvert au public. Maintenant, l'armée, bien entendu, en Égypte l'a pris, enfin elle a interdit la visite. Et donc on montait, il y avait des rampes, des escaliers. Et ce qui était extraordinaire, c'est que si on allait au milieu de ces deux colonnes, on avait un écho du tonnerre de Brest. Et pour nous, c'était extraordinaire, un écho. Ah ouais, c'était un bouleversement. Ça a été un bouleversement pour tout le monde, d'ailleurs, parce que 56 même, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi une période juste après qui a été la mainmise de la République sur le canal. Parce que ça ne s'est pas fait en 56. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, il y a eu une période de plusieurs mois où ça a été le bouleversement. Parce que le discours de Nasser n'a rien changé en réalité. C'est la période qui a suivi où il y a eu vraiment la mainmise, c'est-à-dire l'expulsion des gens, mais d'une manière brutale. Et puis il y a eu en même temps les séquelles, il ne faut pas oublier, de la guerre. Parce que dans le même temps, en 1956, il y a eu ce qu'on appelle l'invasion tripartite. Et l'invasion tripartite a fait que on a éjecté, on a expulsé les Français, les Anglais, les Juifs qui étaient pour rien d'ailleurs, mais on pensait qu'ils étaient des suppôts d'Israël, alors que le 3/4 étaient des vrais Égyptiens. Et fidèles à l'Égypte en plus. Donc, mais eux aussi, ils étaient juifs. Donc là, on a mis la religion dans l'affaire. Et ça a été le début. À la guerre de 56, mon père a été... nous, on habitait la villa, donc dans le quartier des villas, mais pour des raisons de soins, enfin fallait qu'il y ait des médecins à l'hôpital. Donc, ils ont rapatrié tous les médecins à l'hôpital. Donc, nous, on a récupéré on nous a donné une villa, une très belle villa, qui était la villa du président de la compagnie. Enfin, qui était la villa de génie, comme on dit. Qui était une villa extraordinaire. Très, très belle villa. Salle de bain en plein milieu de la villa, avec des vitraux qui étaient éclairés par des vitraux. C'est extraordinaire. Et donc, on nous a fait habiter dans cette villa-là pour pouvoir que mon père soit en permanence sur place. Bien entendu, cette villa, une fois que tout ça s'est arrêté, le président de la République égyptienne, dans sa grande magnitude, a dit « Ça, c'est à moi, c'est une très belle villa, je mets la main dessus, vous n'avez plus personne ne rentre dedans, c'est à moi. » Donc, on n'est plus retourné dans cette villa. Mais c'était une très belle villa, d'autant plus qu'on a une vision sur le canal lui-même, et dessous, il y avait un bateau qui était coulé.
J'ai une photo de mon père avec son tablier de protection. C'est très drôle parce que c'est vraiment, on voit que c'est antique. Maintenant, quand je vois les médecins radiologues à l'hôpital, ils apparaissent même pas d'ailleurs. Ils sont derrière leurs vitres, bien camouflés. Et c'est même pas eux qui font le boulot, c'est leurs assistants. Donc non, c'était une autre chose. Non, lui, il a fait donc sa radiologie à Paris, sa médecine à Tours. Et donc à Tours, donc il a rencontré ma mère et ils sont partis donc à Paris faire sa spécialisation. Et à l'époque, il n'y avait pas trop de radiologues parce que c'était une époque où on découvrait la radiologie et surtout la radiologie Curie. Et donc, quand il est arrivé ici et quand il a été nommé médecin-chef ici, enfin à Ismaïlia, lui, il avait besoin de matériel up-to-date, c'est-à-dire vraiment... Et à la compagnie, jamais, ils ont hésité. Dès qu'il faisait une demande, ils disaient pas de problème. Et ce qui fait que l'hôpital du Canal était l'hôpital le plus renommé au Moyen-Orient. Et les gens venaient de loin. C'est pour ça que le cheikh du Koweït l'a fait venir après. Parce qu'il savait qu'il y avait une technologie. Et une fois qu'on a été nationalisé, donc les commandes, parce que la technologie, ça avance. Donc il faut tout le temps updater les trucs, même si on garde 2 ans de retard ou 1 an de retard, mais c'est difficile de plus. Et là, à chaque fois qu'il faisait une demande, non, mais pourquoi est-ce que vous demandez ça? Il n'y a pas besoin, vous avez déjà du matériel. Donc c'est ça aussi qui a usé tout le monde. La compagnie l'avait envoyé, enfin, sur invitation, bien entendu, passer un mois à Eindhoven. Eindhoven qui est en Hollande, qui est l'endroit où Philips, qui était le grand spécialiste de ces machines-là, fabriquait. Donc pour qu'il puisse faire ses choix, pour qu'il puisse adapter. Donc on avait passé, donc il avait amené la famille avec lui, et on avait passé 15 jours à Eindhoven, chez les étrangers, qui étaient des blonds aussi. Donc c'était pas mal, on s'était bien amusé.